Il existe des endroits, en France, où personne ne vit, où les impôts n'existent pas, où aucun policier ne patrouille, des territoires que Paris possède mais préfère oublier. Pas d'école, pas de route, parfois même pas de terre solide. Et pourtant, ce sont des communes officielles, avec des codes postaux et des drapeaux français. Comment est-ce possible ? Pourquoi la République garde-t-elle des îles vides ? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces oublis stratégiques ? Aujourd'hui, on explore 10 territoires français qui n'existent que sur le papier. Numéro 10, l'île de Clipperton. Il existe un territoire français si oublié que le recensement ne le compte même pas. Google le cartographie à peine. Et les seuls résidents sont des crabes, des oiseaux, et ce qui reste d'un empire de guano du 19e siècle. L'île de Clipperton est l'équivalent géopolitique d'une chaussette disparue. Techniquement vôtre, mais personne ne sait d'où elle vient ni pourquoi elle existe encore. La France l'a récupérée en 1858. Elle se situe à 1200 km au large du Mexique, plus proche de n'importe quel autre pays que de celui qui la possède. Vous ne pouvez pas la visiter, vous ne pouvez pas vous y installer. Et la Marine nationale passe de temps en temps comme un propriétaire vérifiant si vous vivez toujours dans l'appartement qu'il a oublié avoir loué. Et pourtant, voici le truc. Clipperton est un territoire français d'outre-mer avec un statut de réserve naturelle, une surveillance fédérale et assez de bagages historiques pour remplir un cargo. Les attentes ? Un paradis tropical, une cachette secrète, une utopie libertarienne sans taxe. Bien sûr, tant que votre définition du paradis inclut zéro eau douce, zéro infrastructure et des falaises assez tranchantes pour découper vos bonnes intentions. Voici où ça devient intéressant. Chaque fois que vous demandez « Alors, qui contrôle vraiment Clipperton ?», le gouvernement donne cette réponse magnifiquement vague. La France maintient sa souveraineté. Traduction. On la possède, on ne l'utilise pas, mais n'y touchez pas. Données du monde réel. Population, 0. Taux de criminalité, techniquement parfait. Statistiquement suspect. Coût de la vie, indéfini. Apportez des snacks, loyer, gratuit, mais vous vous battrez contre les frégates pour les meilleures vues. Marché du travail, à moins d'être le fantôme d'un phare, le chômage est de 100%. Mais surprise, les scientifiques adorent cet endroit. Espèce endémique, récif corallien intact par la bêtise humaine. Un littoral si accidenté qu'on dirait que l'île rejette activement la civilisation. Ce que personne ne vous dit, c'est que le Mexique la revendiquait encore récemment. La France refuse toujours de discuter sérieusement de cette revendication. Et toute l'île est fondamentalement un haussement d'épaules juridique flottant dans les eaux internationales. Y vivre, impossible. Posséder un terrain là-bas, illégal. Partir en autonomie, là-bas. Vous tiendriez un après-midi, peut-être 2, si vous avez apporté de la crème solaire et un égo durable. Mais la conséquence émotionnelle est celle-ci. Clipperton expose une faille dans la carte française, des territoires qu'on garde non pas pour les gens, la culture ou le développement, mais parce que lâcher prise signale quelque chose que les gouvernements détestent, admettre qu'ils ont oublié pourquoi ils l'ont pris en premier lieu. Honnêtement, Clipperton est le territoire français le plus relatable. Il est fatigué, il en a marre de tout le monde, et il veut juste qu'on le laisse tranquille. Pareil mon pote, numéro 9, Tromelin. Il y a un endroit que la France possède légalement qui est plus petit qu'un parking, qui disparaît presque à marée haute et qui a 0 résident, 0 infrastructure et 0 loi. Bienvenue à Tromelin, le territoire français le plus phobique de l'engagement qui existe. C'est techniquement un îlot, mais même ça semble généreux. Il fait partie des îles éparses, qui est le code gouvernemental pour « on revendique toujours ça, mais ne nous demandez pas pourquoi ». Il n'y a pas de bâtiments, pas de routes, pas de population, même pas de terre qui reste visible toute la journée. Quand la marée monte, Tromelin abandonne carrément. Et pourtant, il a une protection fédérale, est géré par les terres australes et antarctiques françaises et relève techniquement de la juridiction du ministère des Outre-mer. Donc oui, vous pouvez être arrêté sur un récif qui est sous l'eau la plupart du temps, ce qui soulève la question évidente, arrêté par qui ? Les mouettes. Parlons chiffres, enfin presque. Population, 0. Taux de criminalité,
Techniquement zéro, à moins de compter les combats de crabes interespèces. Marché immobilier. Apportez votre propre dispositif de flottaison. Marché du travail. La seule offre d'emploi est « ne vous noyez pas ». Coût de la vie, gratuit, jusqu'à ce que votre moteur de bateau tombe en panne. Ensuite, ça coûte tout. Il y a un traité qui stipule que Tromelin fait partie de la France. L'île a été utilisée à des fins stratégiques vagues, ce qui est une expression amusante qui signifie souvent « on préférerait que vous ne posiez pas de questions ». Des navires militaires s'y arrêtent occasionnellement. Des scientifiques passent pour marquer des tortues. Et une fois, un milliardaire a essayé d'en faire une nation océanique libertarienne. Spoiler, ça n'a pas marché. Ce que personne ne vous dit, c'est que cet endroit fait partie de quelque chose de plus grand, un anneau de revendications pacifiques apparemment inutiles qui, une fois connectés, forment un échiquier défensif à travers l'océan. Ce n'était pas une question de qui y vit, c'est une question de qui peut survoler. Vous voulez vivre hors réseau ? Tromelin est tellement hors réseau qu'il ne se qualifie même pas comme terre la plupart du temps. Mais voici le rebondissement. Il est protégé, surveillé et légalement défendu, même s'il n'y a personne à défendre. Parce qu'en géopolitique, la présence n'est pas ce qui compte, la propriété l'est. Posséder un banc de sable peut sembler idiot jusqu'à ce que vous réalisiez que cela vous donne le contrôle de l'espace aérien, des voies maritimes et juste assez de levier pour compter dans un concours diplomatique de qui pisse le plus loin. Numéro 8, Saint-Pierre et Miquelon. Il existe un territoire français avec son propre gouvernement local, mais presque aucun résident réel. C'est à 8% de sa population maximale historique. Il a un code postal français, et non, vous ne pouvez toujours pas vraiment y trouver du travail. Saint-Pierre et Miquelon est le cousin bizarre de la Normandie. Techniquement, une collectivité d'outre-mer française, pratiquement un village de pêcheurs accroché au bord de l'Amérique du Nord, émotionnellement quelque part entre un décor de film d'époque et une saison 1 de Perdu dans le brouillard. La France l'a officiellement gardé en 1817, après des siècles de va-et-vient avec les Britanniques. Mais voici le truc, l'archipel est représenté à l'Assemblée nationale, malgré une population d'environ 6000 habitants. Oui, il y a un député pour un endroit où tout le monde se connaît par son prénom. Démocratie, bébé. Pendant un moment, Saint-Pierre était un centre de contrebande d'alcool, pendant la prohibition américaine, alimentant tout le nord-est en whisky illégal. Aujourd'hui, c'est protégé, tranquille, géré par une poignée de fonctionnaires et fait toujours partie de la France. Vous voulez disparaître ? Saint-Pierre et Miquelon vous a entendu, mais décline poliment votre présence, à moins que vous aimiez le brouillard et les conversations répétitives. Peu de gens y vivent, presque personne n'est autorisé à s'y installer sans emploi garanti, mais il bénéficie toujours d'une reconnaissance fédérale à une frontière maritime reconnue avec le Canada et apparaît hilariquement dans les circonscriptions électorales officielles. Données du monde réel. Population, environ 6000 permanents. Taux de criminalité, quasi nul, les gens se surveillent mutuellement. Coût de la vie, élevé. Tout est importé. Marché immobilier, limité. Les maisons se transmettent en famille. Marché du travail, pêche, fonction publique ou parté. Un archipel presque vide obtient un siège à l'Assemblée. Mais la Guyane, avec 300 000 personnes, galère pour avoir des infrastructures. J'adore ça pour nous. Saint-Pierre et Miquelon est comme l'enfant préféré secret du gouvernement français. Il ne fait rien, ne dit rien, ne coûte presque rien, et est quand même invité à tous les événements formels. Pendant ce temps, des villes réelles hurlent pour des infrastructures genre « Hé, on peut avoir une poste qui fonctionne ?» Et Saint-Pierre reste juste là, à ne rien faire absolument, et prospère. Imaginez posséder un territoire si exclusif que l'océan doit répondre par RSVP. Numéro 7, Wallis et Futuna. Il fut un temps où vous pouviez marcher dans une boutique à Mata-Utu, voir une étiquette fabriquée en France, et savoir que le produit provenait probablement d'un système économique en soins palliatifs sans véritable industrie locale. Bienvenue à Wallis et Futuna, l'exception française avec des cocotiers. Wallis et Futuna, oui au pluriel, sont deux groupes d'îles dans le Pacifique, une collectivité d'outre-mer dans un limbe politique. Ils sont citoyens français, en quelque sorte. Ils font partie de la France, un peu, mais pendant des décennies, ils ont fonctionné selon un arrangement juridique unique
qui disait essentiellement « Nous suivons les règles françaises, sauf quand elles sont gênantes pour la tradition ». Données du monde réel. Population, environ 11 000, en déclin constant. Taux de chômage, 15%, nettement plus élevé que la métropole. Salaire minimum, aligné sur le SMIC français, environ 11 € de l'heure. Coût de la vie, très élevé. La plupart des biens sont importés. Loyer, environ 400 à 700 € par mois selon l'île et l'État. Taux de criminalité, relativement faible. Mais l'émigration massive fait plus peur que n'importe quel délit. Des années durant, Wallis et Futuna a été cette bizarrerie administrative. 3 royaumes coutumiers reconnus par la République française. Oui, vous avez bien lu, des rois. En France, en 2024, les chefferies traditionnelles ont conservé une autorité parallèle, pendant que Paris finançait les écoles, les hôpitaux et la bureaucratie. Le résultat ? Un système hybride où le préfet français et les rois locaux se partagent le pouvoir comme dans un jeu de société politique dont personne n'a vraiment lu les règles. Aujourd'hui, l'économie dépend presque entièrement des transferts publics français. Pas d'industrie, très peu de tourisme et une génération entière qui part pour la Nouvelle-Calédonie, Tahiti ou la métropole dès qu'elle a 18 ans. Imaginez être français, mais devoir demander à 3 rois locaux la permission avant d'installer quoi que ce soit. Et quand l'économie s'effondre, Paris fait semblant de n'avoir jamais entendu parler de l'endroit. Un ghosting classique, mais géopolitique. C'est fou. Vous pouvez vous sentir plus en sécurité en marchant à Wallis à 2 h du matin qu'à Marseille à midi, mais dans un endroit, vous pouvez voter pour qui dirige le pays. Dans l'autre, vous espérez juste que Paris se souvienne que vous existez. Numéro 6. La Polynésie française, commune de Napuka. Il existe un atoll polynésien sans gouvernement local réel, sans économie, sans tourisme, et pourtant c'est entièrement intégré à la France. Laissez-moi répéter ça. C'est officiellement une commune française, mais aussi officiellement oubliée. Comment ? Bienvenue à Napuka, où la logique administrative part faire du snorkeling. Napuka est un atoll de corail au milieu du Pacifique, perdu entre Tahiti et les Marquises. C'est une commune des Tuamotu, avec environ 200 habitants permanents. Ça n'a pas de maire résident la plupart du temps, pas de législature locale, et certainement pas de service public digne de ce nom. En gros, c'est comme si Neuilly existait sur le papier, mais que la seule chose là-bas était une réserve de moustiques et une piste rouillée. Données du monde réel. Population, environ 200 résidents permanents. Taux de criminalité, 0, sauf si les histoires de fantômes comptent. Coût de la vie, infini si vous voulez du confort moderne. Loyer, pas alloué, terre protégée ou familiale. Qualité de vie, dépend de ce que vous ressentez pour les méduses et l'isola-ion. Le territoire est co-géré par la commune et le gouvernement de Polynésie française. Cela signifie que personne ne peut s'y installer sans liens familiaux, y créer une entreprise ou ouvrir un bar tiki, peu importe à quel point votre recette de piña colada est bonne. Et pourtant, Napuka est techniquement plus française que Marseille. Pensez-y. Alors laissez-moi comprendre ça. Je ne peux pas y vivre facilement, voter là-bas a peu d'impact réel, ni visiter sans un bateau privé. Mais si quelqu'un commet un crime, il serait jugé en vertu du droit pénal français. Cet endroit est le DMV des îles, entièrement officiel, complètement dysfonctionnel et toujours sous-financé. Voici le truc, les gens ont essayé. Des coopératives de copra ont existé. Plus tard, des propriétaires privés ont rêvé d'en faire une retraite de luxe. Puis sont venus les cyclones, les biologistes et quelques décès accidentels qui ont fait réfléchir même les chercheurs les plus endurcis sur leur choix de carrière. Napuka est ce qui se passe lorsque le gouvernement français dit « Ouais, on va le garder », mais ne décide jamais pourquoi. Numéro 5, l'île Europa. Il existe un territoire français si vide que le seul résident permanent est le soleil. Bienvenue sur l'île Europa, 1200 km au large de Madagascar, 100% propriété fédérale et 0% chill. L'île Europa est un autre membre du club. Attends, on possède ça ? Un morceau de corail brûlé dans le canal du Mozambique, revendiqué par la France,
et contesté par Madagascar. Depuis lors, pas grand-chose. Quelques colonies ratées, des ruines de pistes d'atterrissage de la Seconde Guerre mondiale et beaucoup de chaleur. Statistiques rapides. Population, 0 civil. Une douzaine de militaires en rotation. Taux de criminalité, 0%, sauf si vous comptez les oiseaux intrus. Coût de la vie, 0. Personne n'est autorisé à y vivre. Loyer, inexistant. Marché du travail, le seul rôle viable est chercheur cuit par le soleil avec des regrets. C'est une réserve naturelle maintenant, ce qui signifie pas de civils, pas de développement, pas de crème solaire assez forte pour vous sauver. Alors laissez-moi comprendre ça. On a construit une piste d'atterrissage, on l'a abandonnée, on a laissé des débris rouillés, et maintenant, on appelle ça un écosystème protégé. Ce n'est pas de la conservation, c'est du nettoyage auquel on a donné un titre. En théorie, l'île Europa est la définition de la liberté. Pas de loi, pas de loyer, pas de circulation. Mais en pratique, c'est la liberté avec un indice UV de 13 et aucune ombre. Bien sûr, c'est sans taxe, mais aussi l'oxygène est optionnel. Il n'y a pas d'infrastructure, pas de signal téléphonique, et l'hôpital le plus proche est l'espoir. Même la faune évite le contact visuel. Genre, qu'est-ce que tu fais ici, mec ? Passer une journée sur l'île Europa, c'est comme perdre un pari avec un survivaliste. Vous êtes sablé, brûlé par le soleil et existentiellement rôti. Tout ça avant le déjeuner. Il n'y a pas d'eau, pas de wifi, et la seule ombre est votre propre doute. Mais le bon côté, votre chance d'être agressé est de 0, surtout parce qu'il n'y a personne autour pour vous agresser. Numéro 4. Terre Adélie. Certains endroits sont oubliés par le temps. La Terre Adélie, le temps s'en est souvenu, puis l'a laissée en 1943. La Terre Adélie n'est pas seulement éloignée, c'est limbe militaire éloignée. Sur le continent antarctique, ce territoire français est une partie glace, 2 parties musée scientifique et 12 parties accès restreint. Ce n'est pas un département, pas une région, même pas un territoire propre avec des résidents permanents. C'est une possession administrée par la France. Traduction, ça existe parce que les scientifiques le disent. Population, 0 permanent, environ 50 à 200 chercheurs et personnel en rotation selon la saison. Taux de criminalité, 0 si vous ne comptez pas les fantômes de Manchot. Logement, installation gouvernementale uniquement. Coût de la vie, non pertinent. Vous ne choisissez pas la Terre Adélie. La Terre Adélie vous choisit. Météo, moins 40 degrés en hiver. Génial pour la conservation. Autrefois une base importante pour la recherche polaire, la Terre Adélie a été revendiquée en 1938. Aujourd'hui, c'est surtout une station de recherche, des bunkers, des tours de communication rouillantes et une installation radar qui ne surveille définitivement pas les satellites passés. Vous voulez la liberté ? Vous l'aurez. Pas de loyer, pas de taxes, pas de circulation, juste vous. Un indice de refroidissement éolien de moins 60. Et assez de barbelés pour faire sentir vos vacances comme une prison fantôme de sécurité minimale. La Terre Adélie est techniquement un sol français, mais elle n'a aucun droit garanti par la Constitution, aucun gouvernement local, aucun élu et aucun moyen légal d'y vivre en permanence, à moins que vous ne soyez scientifique ou marié à un ballon météorologique. C'est le genre d'endroit où le soleil se lève avant que les nouvelles ne rattrapent, où les fuseaux horaires se plient, les radios grésillent et vous vous demandez si votre chèque de paie vaut le léger démêlage psychologique. Numéro 3. Banque du Geyser. Il existe un territoire français qui est en partie récif sous-marin, en partie sanctuaire de tortues et 100% interdit. À moins que vous ne soyez un oiseau, un biologiste ou un destroyer de bunkers. Bienvenue au banc du Geyser, où les couchers de soleil sont magnifiques et le sol pourrait disparaître sous vos pieds. Le banc du Geyser est un récif isolé dans le canal du Mozambique. Pas de gouvernement local, pas de résidents. Et si vous n'avez pas de chance, un conflit territorial avec les Comores et Madagascar. Depuis les années 60, le Geyser a été l'endroit préféré de la marine française pour patrouiller, surveiller et parfois rappeler aux voisins qui possèdent quoi. Comme un projet de foire scientifique que personne ne veut revendiquer, il a accueilli tout, des expéditions scientifiques aux incidents diplomatiques. Maintenant,
c'est un refuge faunique protégé. Parce que quand la vie vous donne des tensions géopolitiques, vous lui donnez des oiseaux marins nicheurs. Population, 0, sauf une armée de poissons. Taux de criminalité, 0, sauf si vous comptez les crimes écologiques. Loyer, 0. Apporter une tente et un testament. Coût de la vie, techniquement, rien. Émotionnellement, tout. Marché du travail, fermé. À moins que vous ne soyez un Bernard l'Ermite avec une habilitation. Le seul endroit où les taxes faibles s'accompagnent d'un effet secondaire, de ne creuser pas trop profond. Alors disons que vous pourriez vivre ici. Vous avez une liberté totale. Pas de facture, pas de voisins, pas de gouvernement. Mais vous n'avez pas non plus d'eau, pas de wifi, une piste qui se dégrade au soleil, et peut-être une demi-vie si vous trébuchez sur le mauvais rocher. Il y a encore des panneaux avertissant des munitions non explosées dans certaines zones contestées similaires. Le territoire a été déclaré décontaminé, mais seulement en quelque sorte. Numéro 2. La Guyane française, commune de Saül. La Guyane française n'est pas seulement une région d'outre-mer, avec de bonnes plages et une meilleure biodiversité. C'est un paradoxe administratif total. Un endroit où environ 300 personnes vivent dans une commune accessible uniquement par avion, sans route, sans connexion terrestre, et avec un maire qui gère probablement la mairie par Zoom. Saül n'a aucune route vers le monde extérieur. Les lois fédérales françaises s'appliquent, mais la connectivité, c'est optionnel, apparemment. Représentation sans infrastructure. Ça vous rappelle quelque chose ? Eh bien que techniquement sous juridiction française, Saül est ghosté chaque fois qu'une crise frappe ou que la génératrice clignote, ce qui est souvent. Parlons chiffres. Chômage, environ 20% dans la commune. Revenu médian, environ 1 000 € par mois, moins de la moitié de la métropole. Stabilité électrique, riz en panne. Taux de criminalité, faible, mais l'isolement fait peur. Industrie touristique, en hausse de 50% depuis 2021, principalement des écotouristes chassant l'aventure. La politique fiscale de la Guyane attire quelques entrepreneurs avec des avantages ultra bas. Défiscalisation, crédit d'impôt. Traduction. Si vous êtes riche, vous êtes doré. Si vous êtes local, vous payez le prix fort pour l'essence. Imaginez vivre en France, mais la France ne vous envoie un colis qu'une fois par semaine par avion, continue de vous facturer des taxes et vous laisse avec un générateur capricieux. C'est à quoi ressemble la liberté sous une loupe. Une économie lente, un réseau cassé. Et un genre étrange de cape d'invisibilité. Une où vous êtes assez proche des avantages de la métropole pour les goûter, mais toujours gardé à bout de bras. Pourtant, Saül a un battement de cœur. Des artistes, des écologistes, des aventuriers et des locaux refusant de quitter leurs racines. C'est vibrant, tendu, audacieux, un endroit où vous pouvez vivre libre. Mais le coup est la clarté, parce que personne ne peut répondre à ce qu'est exactement Saül pour la France. Un village, une nation, une pièce de négociation. Numéro 1, les communes isolées de Nouvelle-Calédonie. Parlons des communes isolées de Nouvelle-Calédonie, parce que rien ne dit liberté comme avoir un accord de statut particulier avec votre papa géopolitique. On parle de Bélep, Lifou, Maré, 3 communes insulaires, avec des plages qui ressemblent à un fond d'écran Windows XP et des accords qui sonnent comme un contrat de mariage écrit par Matignon. Elles sont indépendantes, en quelque sorte. Elles se gouvernent elles-mêmes, techniquement. Et pourtant, la France contrôle la défense, la monnaie, le service postal, et oh ouais, arrive à construire des bases militaires quand bon lui semble. La liberté dépend de quel côté du traité vous lisez. Voici où ça devient amusant. Population de toutes les 3 combinées, un peu plus de 20 000. Coût de la vie varie énormément. 3 € pour du poisson local, 9 € pour une bouteille de shampoing. Taux de criminalité, super bas, sauf si vous comptez la corruption et le népotisme, ce qui est plus une ambiance. Marché du travail, la plupart des jeunes partent pour Nouméa ou la métropole. Santé, espérons que vous aimez les vols. Accès militaire, la France obtient des droits de sécurité complets en échange d'une aide financière et de bonnes vibes. Vous savez, c'est une configuration bizarre quand la devise nationale d'un pays pourrait tout aussi bien être « on est indépendant », mais seulement les dimanches et les années bissextiles alternées. D'accord, j'adore les palmiers, j'adore la vie lente.
Mais si je dois choisir entre des couchers de soleil sur la plage et la livraison Amazon Prime, je vais être en conflit. Vous voulez des courses? Espérez que le bateau est arrivé ce mois-ci. Vous voulez des médicaments? Mieux vaut avoir des cousins à Nouméa. Vous voulez de l'électricité constante? Lancez les dés. Oh! Et essayez d'expliquer à un touriste que cet État souverain utilise toujours des codes postaux français. La liberté n'est pas gratuite. Parfois, elle vient avec des noix de coco et des papiers déroutants. Plus de gens de ces îles vivent maintenant en métropole que dans leur pays d'origine. Traduction, la France obtient le terrain et le talent aussi. Alors voilà, 10 territoires français où la liberté ressemble moins à un droit et plus à un accident géographique que personne n'a pris la peine de corriger. Des récifs qui disparaissent à marée haute, aux communes, sans route, en passant par des atolls où votre voisin le plus proche est un crabe. Ce sont les endroits où la République a dessiné les frontières, puis a oublié de terminer les phrases. Certains n'ont pas de mer réelle, d'autres ont des rois. Et un a littéralement disparu sous l'eau pendant que Paris débattait encore de qui devait payer la peinture du panneau. Ces endroits ne figurent pas dans les brochures touristiques. Ils ne reçoivent pas de financement ni d'attention. Mais ils existent, quelque part entre la souveraineté et l'oubli stratégique, coincés dans les notes de bas de page de l'histoire coloniale et des contrats militaires. Vivre ici signifie accepter l'isolement, l'autonomie et le fait troublant que vous êtes techniquement français, mais que personne en métropole ne sait où vous vivez. C'est la liberté, mais version brute. Pas de taxes, pas de règles, pas de commodités, juste vous, l'océan et cette question persistante. Si un territoire tombe de la carte et que personne n'est là pour le voir, appartient-il encore à quelqu'un? La France dit oui. Les habitants haussent les épaules. Et les crabes, eh bien, ils s'en fichent. Likez cette vidéo si vous avez appris quelque chose de bizarre. Abonnez-vous si vous avez déjà envisagé de partir hors réseau, mais que vous voulez quand même avoir accès aux croissants de temps en temps.